Bonjour à tous et bienvenue à ce libre-échange du parti 4 piliers et de notre avenir meilleur avec Loïc Roussel à mes côtés et moi-même, Sébastien Lay. Alors Loïc, aujourd'hui j'aimerais qu'on discute de, je dirais un petit peu l'interaction entre les élites ou les fausses élites françaises finalement et le peuple français. Qu'est-ce qui a commencé à dysfonctionner il y a quelques années? Quelle est notre vision des choses? On a souvent eu ce débat ensemble. On l'a eu aussi avec des médias qui nous ont interviewés sur le sujet. On a écrit sur ces sujets-là aussi, notamment dans Front Populaire, tous les deux. Je crois que notre vision, elle est assez commune. Elle part d'un mouvement, d'une origine qui sont précisément les années 90, de par le monde, mais aussi en France, où un certain nombre d'élites, notamment politiques, ont fait un petit peu sécession. Ça a été décrit par un certain nombre d'auteurs, Christopher Lasch, par exemple. Ça correspond beaucoup à une sorte de professionnalisation de la politique. C'est vrai. Et surtout, une uniformité de profil. Exactement. Ça, c'est vraiment ce qui pose un problème, puisque le débat politique n'est riche qu'à condition qu'il y ait des idées neuves, justement, des profils différents. De la diversité, finalement. C'est ça. C'est de la diversité dans les profils. Donc, à partir des années 90, par exemple, si on prend le cas français, ça s'est produit dans plein de pays, mais dans le cas français, beaucoup d'énarques qui prennent le contrôle de la politique, qui sont tous passés par la haute fonction publique. Et ces gens-là, ils estiment qu'ils n'ont pas à vivre dans la même sphère que les classes populaires. Quel que soit leur mérite par ailleurs, leur carrière précédente, en fait, ils n'en ont pas, puisqu'ils ont toujours été dans la fonction publique, et puis dans la haute fonction publique, et puis dans la politique. Ils considèrent qu'ils appartiennent à une autre ligue, qu'ils sont dans la même ligue, finalement, que les stars, que les people, que les riches. Il y a eu une pipolisation de la politique, mais moi, je serais peut-être un tout petit peu plus nuancé. Ouais. Je pense... je suis peut-être quelqu'un d'un peu naïf, mais je pense qu'on est entouré de bonnes personnes et j'ai la certitude que ça se fait quasiment de manière inconsciente. C'est-à-dire le fait d'avoir cette uniformité de profil, en fait beaucoup d'énarques et de très hauts fonctionnaires, il y a cette pensée de groupe qui prend le pas, c'est la loi de Parkinson, on en avait déjà discuté plusieurs fois, et donc de manière complètement inconsciente, eh bien, les actions vont viser à renforcer l'emprise du groupe, en quelque sorte, à pousser l'avantage du groupe. Et malheureusement, quand il y a une poussée de l'avantage du groupe, ça se fait au détriment de l'intérêt des classes moyennes et populaires. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est en fait une réaction grégaire de ces élites, pratiquement à leur corps défendant, même si moi je pense qu'il y avait quand même un plan derrière ça, mais ils se sont mis à faire la politique qui les intéressait eux ou qui intéressait une infime partie de la population. C'est la politique des premiers de cordée finalement. On a eu souvent ces discussions sur la République romaine où ils s'appelaient eux-mêmes les optimates, donc ils voulaient faire la politique pour les meilleurs, nous on dirait pour les premiers de cordée, ceux qui tirent le pays, et ils ont plutôt délaissé en fait les classes populaires. Tu es d'accord plutôt avec cette vision? Oui, je suis d'accord avec ça. Quand on analyse les grands corps par exemple de l'ENA, ça fait penser aux optimates, bien entendu. C'est vraiment des gens qui font partie d'un groupe, c'est une sorte de privilège d'être inclus dans ce groupe, et bien entendu, ils vont avoir tendance à agir pour renforcer le pouvoir du groupe et l'emprise du groupe sur la société française. Et le privilège, là, il n'est pas dérivé finalement de la naissance, mais il est dérivé du titre, du diplôme, de l'appartenance à un grand corps, à une certaine coterie finalement. Mais les deux sont un peu liés parce que finalement, quand on s'intéresse à l'origine des énarques, souvent ils ont il n'y a pas de diversité sociale, des ancêtres qui étaient hauts fonctionnaires eux aussi. Il n'y a pas tant de diversité que ça. Donc à partir du moment où on a ces sécessions des élites, c'est assez normal, comme ça s'est produit dans la Rome antique, que les classes populaires, le peuple, pour être clair, par réaction, fasse sécession lui-même. Alors, dans la Rome antique, c'était la formule de la sécessio plebis, c'était le peuple qui se retirait physiquement, géographiquement, sur une colline qu'on appelait l'Aventin, et refusait de participer à la vie politique. Aujourd'hui, ça serait des Français qui se réfugient dans l'abstention, dans la non-participation aux politiques, ou dans un pur vote contestataire. Ils vont voter pour des extrêmes, ils vous l'expliquent en privé, ils vous disent « Non, mais moi je ne suis pas vraiment pour la politique de Mélenchon ou pour la politique des Le Pen, mais j'exprime ma frustration par ce bulletin de vote, je vote
contre le système. Est-ce que c'est ta vision des choses aussi, ce qui explique aujourd'hui un petit peu cette carte électorale complètement fragmentée? Ah mais clairement, en fait, il y a un véritable sentiment de trahison de la part des classes moyennes et populaires qui se sentent trahis par les élites, qui se sont du coup massivement réfugiés dans l'abstention, et puis ça explique aussi le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un refus de ce système politique qui finalement n'est plus au service du peuple. Il y avait une espèce d'osmose entre les élites du pays et le peuple, parce que, évidemment, les classes moyennes étaient persuadées que le travail des élites visait à accroître leur prospérité. Et puis, depuis les années 90, on se rend bien compte que ce n'est plus le cas. On a des trajectoires qui sont devenues différentes. Avant, elles étaient parallèles, et puis maintenant, elles sont divergentes. Elles sont complètement divergées. Et donc, le mouvement des Gilets jaunes, finalement, la meilleure manière de l'expliquer, de l'exprimer, c'est tout simplement la partie émergée de ce bloc populaire. Donc oui, ça n'est pas une simplification de dire qu'en France, il y a quand même une opposition entre blocs élitaires, plutôt autour du macronisme à l'heure actuelle, ou de certains éléments aussi de LR ou du PS qui ne sont pas vaillants, mais qui restent encore sur la scène politique, et un bloc populaire qui est réel, mais qui n'a pas de traduction politique, parce qu'en réalité, l'origine, par exemple, des deux partis extrémistes en France, si on se tient au parti mélenchoniste et à celui des Le Pen, c'est un positionnement quand même idéologique particulier sur l'extrême gauche, sur l'extrême droite, et pas un positionnement explicitement en faveur de ce bloc populaire. C'est-à-dire que les programmes de Mélenchon ou de Marine Le Pen ne sont pas les programmes qu'on retrouve pour les blocs populaires, par exemple, dans les autres pays. C'est juste que une partie du bloc populaire, par frustration, se saisit de ce bulletin de vote. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le RN, c'est le grand parti du bloc populaire. D'autant plus que, finalement, même si ce n'est pas très bien compris par la plupart des gens, le cœur du système, ça reste quand même l'économie. C'est là qu'il y a la création de la prospérité, et cette prospérité qui va irriguer toute la société. Bon, quand on analyse le programme de Mélenchon, je ne vais même pas en parler, mais même le programme du Rassemblement national, au niveau de l'économie, ce n'est pas un programme qui est susceptible de créer de la prospérité, ce n'est pas possible. Ce sont des étatistes, ce sont des marxistes quand on regarde le détail. Ils sont encore plus marxistes que le parti traditionnel de droite. Donc en fait, c'est un mélange étrange d'autoritarisme et de marxisme en politique économique. Donc peut-être que ça flatte là aussi les extrêmes, mais c'est pas en général le point de convergence pour le bloc populaire qu'on retrouve dans d'autres pays où ce bloc populaire a fonctionné. C'est ça. En fait, je dirais même que du strict point de vue de la politique économique, ce ne serait pas une révolution. Non, c'est la continuité. Ce serait la continuité. Marine Le Pen, elle est dans la continuité des énarques. D'ailleurs, elle n'a pas eu de problème à un moment donné. Elle a fait avec Philippot, etc., une opération de séduction sur des jeunes énarques. Ils n'ont pas eu de problème à venir travailler avec elle. Comme par hasard, on trouve des énarques autour de Marine Le Pen. On ne trouve pas des entrepreneurs. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs au Rassemblement national. Il n'y a pas beaucoup de créateurs ou de gens qui veulent créer de la prospérité économique, finalement. Voilà. Mais en fait, finalement, je crois que c'est ça la clé pour décrypter le potentiel réel, je dirais le potentiel révolutionnaire, entre guillemets, d'un parti révolutionnaire en faveur des classes moyennes et populaires. Il faut des gens qui ont fait leurs preuves dans la vraie vie. Et c'est vrai que quand on analyse la France Insoumise ou le Rassemblement National, tout au moins le staff dirigeant, on a affaire à des gens qui sont finalement des politiciens professionnels. Et on ne peut pas espérer d'un politicien professionnel qu'il change radicalement le système qui le nourrit. Oui, c'est une illusion. Ce ne sont pas les apparatchiks comme Jean-Luc Mélenchon qui vont révolutionner la France, malgré ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à changer le système qui les nourrit. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que dans certains pays, le bloc populaire, il a émergé parce qu'un des grands partis a su s'en saisir ou une figure externe s'est imposée à un de ces grands partis. On peut dire finalement que, par exemple, aux États-Unis, c'est plutôt le parti républicain trumpisé qui a représenté le bloc populaire au cours de ces dernières années, même si Joe Biden est assez malin ces jours-ci, il a compris la menace pour le récupérer, mais on a eu ce phénomène où une personnalité extérieure est venue, a fait une sorte de hold-up sur le parti républicain et l'a transformé de ce qu'il était, c'est un simple parti conservateur, en un parti du bloc populaire.
Donc malheureusement, on ne voit pas ça se produire en France. Est-ce que tu vois, toi, des gens, des personnalités de LR qui pourraient incarner ce bloc populaire? Moi, je n'en vois pas. Alors. Non, malheureusement, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de personnalités qui ont fait leurs preuves chez les Républicains actuellement. Il y a des bonnes intentions de façade, mais finalement, comme on a affaire à des gens qui vivent du système actuel, on ne peut pas compter sur eux pour le changer radicalement. Alors, il y a plein d'espoir, il y a une espèce de bouillonnement citoyen, hein, il y a plein de petits mouvements citoyens qui se créent. Il y a une organisation qui est en train de se structurer, mais ça prend un petit peu de temps. Mais vraiment, je me répète, mais la grille de lecture, la seule grille qui peut redonner l'espoir, c'est d'avoir affaire à des gens qui ont déjà vécu une vie d'entrepreneur ou une vie dans une entreprise. Une vie concrète. Pas besoin d'être forcément entrepreneur, mais une vie réelle où on a son patrimoine quand même à risque, un enjeu aussi, comprendre ce que c'est des fins de mois difficiles, les difficultés de pouvoir d'achat, parce que quand on prend les grandes personnalités politiques, qu'elles aient été hauts fonctionnaires ou tout le temps élus à vie parce qu'ils ont commencé jeunes militants d'un parti, ils ont eu des postes très tôt, finalement on est rémunéré par la République, mais soi-même on est redevable de personne, on n'a pas de chef à qui il faut expliquer qu'on a des résultats ou pas de résultats, on n'a pas besoin de se soucier de sa feuille de paie, beaucoup de dépenses courantes sont prises en charge par l'État aussi. On a besoin de citoyens qui savent ce que ça veut dire quand même d'avoir des fins de mois difficiles, d'avoir leur argent en jeu finalement, leur jouer leur peau, qui comprennent le risque, qui comprennent métaphoriquement le risque et qui se sentent, même quand ils utilisent l'argent public, redevables, en se posant la question, en se disant mais cet argent il a été imposé, il a été pris aux autres, je suis comptable du bon usage de ces deniers, je ne peux pas en faire n'importe quoi. Or aujourd'hui, ce qu'on constate effaré, c'est qu'il y a un effondrement du pays à l'occasion de la crise sanitaire. Et là, on est tous en train de se dire, on peut tenir des discours économistes, etc., mais pour être clair, mais où va tout notre pognon? Tout l'argent qu'on nous prend, où va-t-il pour qu'on arrive à un niveau si médiocre sur notre système sanitaire, notre système de santé et le soutien de manière générale à l'économie? Surtout en comparaison des pays qui nous entourent. C'est ça, en fait, le vrai juge de paix. On a affaire à... On a tout autour de nous de nombreux pays qui s'en sortent mieux que nous, avec une pression fiscale et réglementaire qui est moindre que celle que subissent les classes moyennes françaises. Bon, il n'y a pas de raison qu'ils y parviennent et pas nous. Hein, exactement. Voilà. Donc on a en moyenne 10% de notre PIB en plus en imposition. Ça fait 200 milliards, plus de 200 milliards d'euros de différence avec les autres pays. Bon, si encore on avait un résultat concret, ça se justifierait, ce serait un choix de société, mais en plus on s'aperçoit que finalement on réussit moins bien que les Allemands en imposant plus les Français. Donc il y a vraiment un souci avec l'utilisation des données publiques, les priorités définies par l'État. On a très bien compris qu'il y a des priorités régaliennes, et je mets la santé en partie dans le régalien aussi, qui auraient dû être la priorité et qui n'ont plus été pour les gouvernements précédents. C'est la formule qui embrasse trop mal les trains. Quand vous voulez faire beaucoup de choses, eh bien finalement, dans votre cœur de métier, vous finissez par ne plus être très bon. Et nous, en France, on a eu le sanitaire là, parce qu'il y a la crise du Covid, ça l'a révélé. Mais avant ça, et après ça, on en reparlera, on voit très bien que dans les fonctions essentielles de sécurité et de justice, en France, il y a de gros problèmes. Il y a des policiers qui sont sous-effectifs, qui ne sont pas assez équipés. Il y a des magistrats qui ne traitent pas les dossiers. Nous ne sommes pas à l'abri, nous avons encore une armée puissante. Nous avons des soldats courageux, mais ils sont parfois sous-équipés. Et ça, on a beaucoup de retours de la part de la base qui nous disent, dans l'armée, attention, on n'est pas à l'abri un jour, ça s'était déjà produit dans les années 90 en Bosnie-Herzégovine, de soldats français qui pourraient mourir en opération parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient des tanks d'ancienne génération ou de mauvais véhicules et que faute d'investissement dans le matériel militaire, qui est quand même là, le cœur du régalien, eh bien ça démontrerait au reste du monde le déclin de la France. Ils sont un point de tension, les militaires, comme bien évidemment les policiers, mais les policiers, vous voyez tous les jours les faits divers, hein, on le sait, mais les militaires, on le voit moins, mais ils sont vraiment au point de rupture, on y est proche. Oui, et puis, disons qu'en fait, je voudrais vraiment revenir sur l'idée communément admise que finalement, si les services publics comme la santé, l'hôpital ou l'armée qui est sous-équipée, etc., ce serait un manque d'argent public, en fait, c'est pas un manque de budget de l'État, c'est surtout son utilisation qui est inadéquate.
Hein, quand on prend par exemple le budget de tout le régalien, c'est-à-dire police, justice, armée, hors santé, on est à 6% du PIB. Donc c'est quand même, c'est pas énorme. Non, c'est même pas 6% du PIB, c'est 6% du budget de l'État. Donc il y a 94% du budget de l'État qui sert à toute autre chose. Ouais. Donc alors que théoriquement la mission de l'État c'est quand même d'abord d'assurer le régalien. Et si on prend juste la santé qui représente un pan plus important, je rappellerai que les dépenses administratives de la santé, donc par exemple les personnels non médicaux dans les hôpitaux, c'est 30% de la masse salariale, là où dans les autres pays, c'est 20%. Donc vous voyez, dans un hôpital, en Allemagne, vous avez 2 employés sur 10 qui sont au traitement administratif des dossiers. Nous, c'est 3 sur 10. Donc il y a beaucoup d'argent, il y a 10% de plus qui partent dans du non médical. Ça, vous ne le voyez pas quand vous vous faites soigner. C'est juste de la paperasse en plus. Et parce qu'il y a une complexité administrative, il faut faire travailler des gens sur. C'est de la paperasse et puis c'est aussi de belles places pour des hauts fonctionnaires. Hein, oui, à haut niveau, il y a aussi le management. Quand on voit comment fonctionne Bercy, effectivement, il y a énormément de hauts fonctionnaires dans diverses directions qui suivent un coup l'assurance, un coup vous avez une direction de la politique commerciale de la banane à Bercy. Tout ça, ça fait travailler des gens qui ne sont pas nécessairement productifs et donc ce sont des postes qui normalement ne devraient pas être assumés par la sphère publique et pas assumés par nos impôts. Disons qu'en fait, pour résumer ce que tu viens de dire, le fiasco sanitaire qu'on a vécu, comparativement par exemple à l'Allemagne, il est un peu lié à cette utilisation de l'argent. Hein. En Allemagne, ils ont plus de lits par habitant, tout simplement parce qu'ils mettent moins d'argent dans l'administratif, et donc cet argent, ce budget qui est dégagé, il sert à payer des médecins, des infirmières, et donc à ouvrir des lits. C'est un État mal calibré. Alors, il y a la question du périmètre de l'État, du budget, etc., mais il y a aussi l'état d'esprit, parce que honnêtement, moi j'ai vécu dans d'autres pays, j'ai vu par exemple comment ils ont réagi à la crise aux États-Unis. Dès le début, aux États-Unis, il y a un État qui a voulu, alors pas dès le début, mais là depuis que Biden est passé, être très volontariste dans la gestion de l'épidémie, mais il n'essaie pas de faire tout lui-même. Il a réquisitionné des boîtes dans le privé, il a demandé à des boîtes de logistique de s'occuper de distribuer les vaccins. En France, on a eu un fiasco avec le vaccin, mais on n'a pas voulu faire confiance. Même chose pour tout ce qui est purificateur d'air, etc. Il suffirait de confier ça, je suis sûr, à quelques boîtes privées. Et vous verrez que vous auriez des purificateurs d'air de partout dans les restaurants pour réouvrir rapidement les restaurants. Or, l'État veut tout faire lui-même. Donc, on a perdu beaucoup de temps, notamment, justement parce que il n'y a pas eu de confiance accordée aux acteurs locaux. Exactement. C'est vrai que les responsables des départements, ils peuvent agir, ils connaissent leur département, les responsables de canton aussi peuvent agir. Et malheureusement, bon, je crois que ça commence à se débloquer un petit peu, mais on a perdu beaucoup de temps. Et les Français, c'est pire. Non seulement ils n'ont pas voulu organiser ça sur le territoire avec les responsables des régions ou des départements, mais ils n'ont même pas voulu le faire au niveau national. Ils ont dit, parce qu'ils sont toujours dans leur idéologie européenne, on va faire ça tous ensemble au niveau européen. On a vu le fiasco de l'Europe dans la gestion des vaccins. On sait très bien que c'est un sujet de subsidiarité en fait. Les vaccins, organiser la vaccination, amener les vaccins à un endroit, c'est de la logistique locale. Donc au plus vous êtes à un échelon très gros, au moins ça fonctionne. On peut donner des directives. Les Américains ont donné des directives au niveau fédéral, mais après c'est chaque gouverneur qui s'occupe des campagnes de vaccination. Nous, on a voulu faire ça au niveau européen. La réalité, c'est que 3 mois plus tard, au niveau de l'Europe, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Il y a des petits pays comme Israël, par exemple, qui se sont débrouillés à une toute petite échelle. Le Danemark, en Europe, le Danemark. Ou le Danemark, etc. Et donc, bon, là, ce n'est pas une posture idéologique pour ou contre l'Europe que nous sommes en train d'avoir, mais c'est juste un constat. L'organisation actuelle hyper centralisée, eh bien, ça ne semble pas très efficace. C'est ça. Et une des plaies de notre pays, c'est le jacobinisme. Si c'est faire l'Europe, c'est juste exporter notre jacobinisme parisien au niveau bruxellois, ça sera encore pire. Et en plus, c'est même plutôt un cauchemar. Voilà, c'est un modèle technocratique qu'on essaye d'imposer aux autres, alors que les autres dans l'Europe, ils n'ont pas du tout forcément la même vision du territoire. En Allemagne, par exemple, c'est vraiment une organisation par Länder, donc par région. Donc ça va être le responsable de la Bavière.
qui a des pouvoirs sans commune mesure avec nos présidents de conseil de région. Donc je pense que ceux qui sont responsables honnêtement de la dérive centralisatrice de l'Europe, ce sont les Français. Hein. Ce sont les hauts fonctionnaires français qui sont demandeurs de cette approche plus fédéraliste. Toujours ce rêve. En fait, nos hauts fonctionnaires français, comme ils n'ont pas su amener la France dans le XXIe siècle, continuer la tradition de grandeur de la France, et qui sont quand même, eux, très prétentieux, ils n'aiment plus le peuple français. Ils considèrent que ce peuple-là, il n'est pas assez bon pour eux. Et donc, ils veulent gagner la bataille au niveau européen parce que ça les fait rêver. Ça leur permet d'être des Napoléons sans faire la guerre. Et sans être bons aussi. Hein, et sans être bons. Parce qu'en réalité, les vrais Napoléons en Europe sont les Allemands parce que ce sont les meilleurs au niveau de l'économie, etc. C'est surtout que les Allemands, ils ont compris que la vraie puissance, c'est l'industrie. Ouais, c'est l'industrie, c'est l'économie. Un pays qui a une économie qui est par terre comme la France, bon, il peut faire un peu illusion, mais tout le monde rigole finalement. Si je reprends Loïc la question militaire, je me suis pensé sur le sujet, l'Allemagne n'a pas une armée très puissante, comme tu le sais, à cause du passif, bien évidemment, nazi, etc. Pendant des décennies, ils n'ont pas voulu avoir une armée puissante. Ils se sont interdits, en fait. Ils se sont interdits. Mais là, si tu regardes, depuis 2 ans, ils investissent, et en pourcentage du PIB, vu leur PIB, ça représente des investissements colossaux. S'ils ont la même prospérité économique et qu'ils continuent mathématiquement au même investissement, comme la Chine il y a quelques années, dont on se gossait, la Chine a réussi à reconstituer une armée extrêmement puissante parce qu'ils ont un tel PIB, une telle génération de valeur qu'ils peuvent le faire. Et les Allemands, ça va être pareil. Et puis, dans 10 ans, ils vont concurrencer l'armée française. Hein. De toute façon, le pays qui a l'industrie, il a la capacité de littéralement construire une armée et du matériel militaire. C'est évident. À l'inverse, la France, si elle s'enfonce dans son déclin économique, elle aura de plus en plus de mal à soutenir son régalien en interne, justice, police, mais aussi sa capacité militaire et sa capacité de projection. Alors moi, je crois que la crise du Covid, ça va être un peu notre conclusion, je pense qu'elle a mise en exergue encore plus ce clivage entre bloc élitaire et bloc populaire. Parce que avant, le bloc élitaire, on l'a vu encore en 2017 avec Macron, il y avait des gens qui me disaient « Ah, mais oui, mais c'est quand même ceux qui ont la compétence. » C'est ce que Alain Mec appelait le cercle de la raison. Et à l'inverse, ceux qui défendaient les masses populaires, c'était censé être les abrutis. Alors même quand vous étiez bardé de diplômes, même quand vous aviez des compétences et tout, à partir du moment où vous étiez du côté du peuple ou vaguement dans les gilets jaunes, alors là, vous étiez stigmatisé. Vous apparteniez au camp des mauvais, de ceux qui flattent les vil instincts du peuple, etc. Ça, c'était le discours horrible entre 2017 et 2019. J'en ai souffert, moi aussi. On l'a beaucoup reproché, dans certains milieux parisiens, etc. Et là, avec le Covid, je crois que les gens, ils comprennent maintenant un peu ce qu'était le discours de Didier Raoult, de dire, mais attendez, l'élite, ça devrait être pluriel, et finalement, l'élite qui est au pouvoir, c'est un peu la fausse élite. La vraie élite, les gens qui travaillent, les créatifs, les entrepreneurs, etc. De toute façon, ils n'ont pas leur mot à dire. Mais il faut une élite dans un pays. Bien sûr, c'est indispensable. En fait, ce qui doit fonder la légitimité de l'élite, c'est la capacité à faire ses preuves. La capacité à délivrer des services haut de gamme. Un haut fonctionnaire, c'est très bien, on en a besoin, mais il doit être capable de faire face quand il y a une situation hors norme. Et là, on a eu une situation hors norme et on n'a pas été servi. Pendant cette situation hors norme, les élites autoproclamées, qui sont en fait des élites administratives, qui sont au pouvoir depuis 30 ou 40 ans. On avait créé l'ENA, c'était très bien, on en avait besoin, mais on ne pensait pas qu'ils allaient comme ça truster toutes les positions, en particulier politiques. Elle a failli, comme lors d'une guerre, comme en 1940. Donc qu'est-ce qui se passe quand une élite faillit? C'est pas qu'il n'y a plus d'élite, comme tu le dis, on a toujours besoin d'une élite, mais l'élite ancienne, qu'est-ce qu'on fait? On la vire. C'est exactement ça. On la vire. On va chercher d'autres personnes. Il faut absolument un renouvellement de l'élite pour redonner du souffle à notre pays, et particulièrement au niveau économique. C'est vraiment ce qui désespère les Français, c'est quand même ce chômage permanent. Ça décourage tout le monde, et puis surtout les Français, ils ont un peu perdu le rêve qui était le moteur depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la certitude que si on faisait des efforts, eh bien nos enfants auraient une vie meilleure que la nôtre. L'avenir serait meilleur. Voilà, là on en est arrivé au stade où on a nos jeunes diplômés qui partent à l'étranger. Ouais, et donc, c'est la régression finalement, donc on a besoin d'une élite nouvelle qui comprenne cette attente-là des masses populaires, qui remettent en place aussi une organisation, un pacte social
plus en faveur du bien commun, plus en faveur des classes moyennes. Mais en fait, il faut quand même mettre une note positive. On n'est pas en train de faire un discours de découragement. On ne désespère pas de notre pays, on se bat, Loïc et moi. Il suffit de réussir à changer l'élite. Il y a quelques centaines de personnes nouvelles à faire entrer dans le logiciel et on retrouvera notre rang, c'est évident. La France, il faut quand même avoir présent à l'esprit que c'est un pays d'entrepreneurs, un pays d'inventeurs, un pays d'innovateurs. Le mot entrepreneur, c'est un mot français qui est passé tel quel dans la langue anglaise. Donc on a vraiment une capacité de rebond qui est phénoménale. Il faut juste remettre l'État, enfin la vieille fausse élite étatique à sa place pour laisser les citoyens des classes moyennes aller au bout de leur potentiel. Et ça sera le mot de la fin, Loïc, mais nous pouvons retrouver un beau pays, il ne tient qu'à nous de construire notre avenir meilleur. Merci à tous. Merci.